en droit, on dit le principe n'existe que par les exceptions. C'est parce qu'il y a des exceptions qu'on parle du principe. L'autre principe, c'est qu'il n'y a pas de secret médical vis-à-vis du malade. Le malade a droit à toute l'information sur sa pathologie. Vous ne pouvez pas dire au nom du secret médical, je ne dis pas au malade, vous avez droit à... Sauf à une seule exception. Mais là aussi, c'est dans l'intérêt du malade. Si vous voyez un malade qui agonise, qui est psychotique, névrotique, en tout cas qui est choqué, et vous savez que si vous lui annoncez une information sur sa maladie, ça va compliquer, vous pouvez différer. Si le malade a désigné une personne de confiance, le médecin n'a pas le droit de cacher quelque chose à cette personne de confiance. Mais si le malade n'a pas désigné de personne de confiance, évidemment, vous limitez au malade. Il y a un certain nombre d'exceptions. Il y a d'abord des exceptions obligatoires et des exceptions facultatives et d'autres types d'exceptions dont nous allons en décrire. L'exception obligatoire, c'est en tête de liste, vous avez la santé publique. Pour des besoins de santé publique, on peut violer le secret médical. C'est le cas actuellement de la pandémie du Covid-19 ou d'autres épidémies qui sont listées au niveau du Code de santé publique. Ou face à ces pathologies, vous êtes obligé de dévoiler le secret. Mais attention, le secret est dévoilé sur la chaîne administrative des autorités qui prennent en charge la santé publique. Donc si vous êtes dans un CSPS, l'ICP doit savoir, le médecin-chef doit savoir, le directeur régional, le RG, le ministre, le premier ministre, le gouvernement, le président doit savoir, et même l'OMS, qui est une autorité supranationale, doit savoir. Là, ça c'est d'ordre public. Et nous allons aussi ratifier un certain nombre de conventions, notamment sur le RSI, qui est le règlement sanitaire international, qui est une norme supranationale qui oblige tous les pays à communiquer, à ne pas garder secret un certain nombre d'informations liées aux épidémies ou en tout cas à un certain nombre d'atteintes de la santé publique. Deuxième révélation obligatoire, donc exception obligatoire, c'est l'état civil. Parce qu'il faut dire que l'accouchement, le décès aussi font partie des éléments du secret médical. Mais évidemment, vous devez le dévoiler au niveau de l'état civil pour qu'on puisse en compiler pour faire les statistiques au niveau national. Vous avez aussi l'intérêt du patient. Chaque fois que l'intérêt du patient l'exige, je prends un exemple, vous êtes pédiatre, vous recevez un enfant qui est violenté. Pour l'intérêt du patient, vous pouvez dévoiler le secret médical et en parler au procureur, aux autorités judiciaires. Ça, c'est dans l'intérêt du patient. Vous avez également des questions d'ordre public. Si vous recevez quelqu'un qui a une arme et que vous savez que ça peut entraîner des troubles de l'ordre public parce que quand vous le fouillez pendant l'examen, et pour ces questions d'ordre public là, ça fait partie de son environnement. Mais attention, vous avez la possibilité, sinon l'obligation de dévoiler, sinon ça pose un certain nombre de problèmes. Évidemment, dans certains États où l'assurance maladie est implémentée, pour les maîtrises de dépenses publiques, vous devez donner un certain nombre d'informations obligatoires qui peuvent violer le secret médical parce qu'il faut maîtriser la dépense publique, ce qui relève du bien commun. Il y a aussi des révélations facultatives. Là, comme je le disais tantôt, c'est les toxicomanes. Si vous voulez, vous révélez. Si vous voulez, vous ne révélez pas. C'est comme l'avortement. Le médecin pouvait en révéler ou il peut ne pas en révéler. C'est dans l'intérêt également du patient. Donc, vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez révéler si la révélation peut vraiment protéger le patient, comme je vous le dis. C'est important de pouvoir faire une exception. Passer ces exceptions obligatoires facultatives, il y a
d'autres exceptions qui existent et qui ne sont pas les moindres. Vous avez la continuité de la prise en charge. Ça, c'est ce qui est plus intéressant pour nous médecins. Dans la continuité de la prise en charge, là aussi, c'est l'occasion de pouvoir dire à mes collègues un certain nombre d'éléments. Si un médecin ou un agent ne participe pas à la continuité de la prise en charge, à la continuité des soins du patient, il n'a pas droit à connaître l'information sur ce malade. Voilà pourquoi dans des hôpitaux, quand vous avez un système informatisé, ceux qui auront des codes d'accès sur le dossier du malade, c'est ceux qui participent à la prise en charge. Donc vous pouvez être même médecin dans un hôpital. C'est parce que vous êtes médecin, infirmier ou sachant dans un hôpital que vous avez le droit de connaître tout de l'ensemble des malades de l'hôpital. Par contre, si vous participez à la prise en charge, la loi vous permet. Sinon, s'il y a un procès, et on a vu également les cas, c'est comme les étudiants, si l'étudiant interne ou externe participe à la prise en charge, il a le droit de connaître l'information, mais il est soumis aussi au secret médical. Mais si vous allez en dévoiler à un autre collègue qui ne participe pas à la prise en charge, vous violez le secret médical. Parce que ça ne rentre pas dans le cadre de l'exception liée à la continuité des soins. Vous avez les cas de justice. Pour des questions de justice, le juge peut décider de lever le secret médical et vous permettre de faire une déposition pour manifester la vérité. Pour cette manifestation de la vérité, le juge a cette possibilité-là. Il y a le cas des assurances. Évidemment, là aussi, il faut nuancer. Souvent, on voit des assurances qui écrivent pour demander le dossier médical. Attention, ce n'est pas au DG de l'assurance, ce n'est pas au réceptionniste de l'assurance, c'est au médecin conseil de l'assurance. C'est uniquement lui qui a droit au dossier médical du patient. Donc, vous devez prendre les dispositions pour qu'il en reçoive main à main. Sinon, vous participez à violer le secret médical. Il y a le cas également des entreprises, où les entreprises ont des médecins conseils qui n'est pas forcément... Parce que bon, de plus en plus, vous avez des agents qui abusent pour les certificats de repos, etc. Donc, les entreprises qui ont des médecins conseils ont le droit d'enquêter, d'investiguer. Souvent, ça fait partie du contrat. Mais là encore, c'est le médecin conseil de l'entreprise qui a le droit de voir le dossier médical. Mais ça, c'est parce que dans le cadre contractuel, le patient, qui est le travailleur, a autorisé le médecin conseil de l'entreprise en signant le contrat d'avoir accès à son dossier médical. Donc ça, c'est aussi une exception. Vous avez également le médecin de conseil de contrôle. Par exemple, au niveau de la fonction publique, il y a l'inspecteur des services l'inspecteur de santé ou au ministère de la Santé, l'inspecteur général. Donc tout ce qui est lié au contrôle étatique, bon, ces agents ont la possibilité d'avoir accès au dossier médical, donc sans violer le secret médical. Enfin, dans notre droit positif, il y a le cas du VIH, il y a la loi sur le VIH qui autorise, sinon qui oblige le praticien à informer le conjoint ou la conjointe avec un certain nombre de délais, donc pour protéger la santé du conjoint ou de la conjointe. Donc voilà un peu en substance les exceptions majeures que l'on pourrait avoir dans le cas du secret médical, où on pourrait en violer, entre guillemets, au regard d'un certain nombre d'éléments. Le secret médical, c'est fondamental. C'est fondamental parce que non seulement ça protège le médecin, ça protège le patient et c'est un outil de promotion de la santé. Une question éthique, il y a une question de santé publique parce que si on viole, les gens ne viendront pas. Si je peux adresser une sollicitation à mes confrères qui ont rapport avec le secret médical, c'est en rapport avec les bulletins de référence où
si vous n'avez pas la possibilité de donner à un agent de santé pour venir remettre à un autre agent de santé, il faut être le plus sobre possible. Parce qu'on voit souvent des billets de référence ou des bulletins de consultation où, évidemment, quand c'est le patient qu'on donne, il n'y a pas de problème. Mais quand on donne à un accompagnant qui n'a pas été désigné par le patient comme personne de confiance, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Deuxièmement, pour les certificats de décès, il faut éviter évidemment de donner plus d'un. Parce qu'on voit les situations où telle personne revient, ah, c'est perdu, on a reçu, c'est perdu. En fin de compte, ça va être utilisé pour des situations délicates, donc il faut faire très attention. Si vous êtes obligé d'en donner, il faut préciser que c'est un duplicate. Et aussi, il faudrait vous assurer que la personne a fait une déclaration de perte à la police ou à la gendarmerie avant de délivrer ce duplicate. Troisième élément d'assistance, ne refoulons jamais un patient par manque de place. Si vous refoulez un patient par manque de place, sans l'avoir vu au préalable, si ce patient meurt à la sortie de l'hôpital, on pourrait avoir des difficultés. Si le patient arrive, prenez le soin de l'examiner. Si vous voyez que vous pouvez stabiliser sa situation, avant de le référer ailleurs, parce qu'effectivement, il n'y a pas de place, ici et dans votre structure, oui. Mais on voit souvent des situations où on ne regarde même pas le malade, on dit qu'il n'y a pas de place. Pourtant, il est établi que même au sol, si vous avez la possibilité de sauver quelqu'un, il faut le faire. Je passe outre même la situation de l'hôpital. Si vous êtes médecin et vous êtes en circulation, il y a un accident, les gens sont au sol. Si vous passez sans ne pas les assister, vous êtes passible devant les tribunaux. Au niveau pénal, vous pourriez faire la prison pour non-assistance de personnes en péril. Parce que même au sol, vous arrivez et vous faites ce que vous pouvez faire. Si vous faites ce que vous pouvez faire dans la contrainte des moyens que vous avez, ça ne pose pas de problème. Mais si vous dites repartez et que la personne meurt, ça pose un problème. Donc il faut vraiment faire attention parce que de plus en plus nous assistons à une judiciarisation des actes. Et la situation de Covid est en train de démontrer qu'il y a déjà pas mal de plaintes en justice. Donc nous demandons à nos confrères d'être précautionneux, de faire très attention, vous examiner, même si c'est au sol, même s'il faut trouver, même s'il faut accrocher un perfuseur, au moins vous avez fait ce que vous pouvez faire, vous levez l'urgence. Vous voyez que le pronostic vital n'est pas menacé pour le faire. Par contre, si le malade arrive et que bon, c'est pas si grave, le pronostic vital n'est pas vraiment réservé, c'est pas menaçant, bon, vous pouvez le dire, allez-y dans notre structure pour avoir une meilleure prise en charge. Mais aussi, c'est l'occasion d'appeler le ministère à mettre en place un dispositif de dispatching. Parce que rien ne sert de voir que notre système de santé se trouve dans une situation où on envoie des malades dans des CHR, des districts, ils font le tour de toute la ville parce qu'ils ne savent même pas où aller, ça pose un problème. Donc je crois qu'il faut aussi mettre en place un dispositif de ce centre d'appel-là, de dispatching, pour qu'en lien avec les hôpitaux, on puisse savoir où diriger le malade pour une meilleure prise en charge. Donc il est important de pouvoir évidemment tenir compte de cet aspect. Autre aspect également qui est lié à la prescription médicale, et évidemment il est établi dans le code de santé publique en vigueur que la seule limite de la prescription du médecin, c'est ses compétences. Évidemment, le médecin a ce qu'on appelle une responsabilité de l'obligation de moyens. Donc, il y a les limites de vos compétences, mais il y a aussi les moyens que vous disposez. Ce sont ces deux éléments que le juge va jauger quand vous serez devant les tribunaux en cas de problème de prescription.
Et le code pénal est clair, le code de santé publique est clair là-dessus. Par contre, pour les paramédicaux, le code de santé publique dispose que c'est un arrêté au niveau du ministère de la Santé qui devrait légiférer la prescription. Donc il faudrait aussi faire attention et par exemple quand nous prenons le cas de Covid-19, les protocoles restent des recommandations pour le médecin. Parce que un texte réglementaire infra-législatif, parce qu'il y a la hiérarchie des normes. Quand vous prenez une loi, la loi est supérieure au décret, le décret est supérieur à l'arrêté. Donc on ne peut pas prendre par arrêté un texte pour venir remettre en cause ce que le Code de la santé publique dit. Donc de ce point de vue, c'est comme des recommandations de notre État, mais cela ne s'impose pas aux médecins.